meurs pour toi. Kamer, depuis qu'on s'est connus, trop de proches sont partis pour ailleurs. Kamer, depuis que je t'ai connu, trop de proches sont partis pour le meilleur. Mais moi je reste là, je vis. Chers téléspectateurs du Bœuf Bourguignon, nous y sommes toujours. Nous allons maintenant aborder la dernière partie de cet entretien avec Maître Touko comme invité, ancien du SDF, Social Democratic Front. Maître Touko, des voix s'élèvent aujourd'hui dans l'opposition camerounaise pour réclamer une candidature unique face à M. Biya. Et la première de ces voix-là, c'est quelqu'un qu'on vient d'évoquer, c'est Cabral Libye. Êtes-vous d'accord avec une candidature unique de l'opposition, ce qu'on prenait déjà à votre époque et qui n'a jamais marché? Ben, ce serait l'idéal. De toute façon, l'opposition unie ne perdrait jamais une élection normale face à Biya. Ça, c'est archi vrai. Jamais. Je connais quelqu'un qui est en prison en ce moment, M. Marafat, vous dit que le système est conçu tel que Biya ne perdrait jamais une élection au Cameroun. C'est M. Marafat Hamidou Yahya, ancien ministre de Biya, qui est en prison en ce moment. Je vous explique, il a raison. Il a raison et je vous dirai en quoi il a raison. Je le dis sur le plan mathématique. L'opposition unie ne perdrait jamais une élection face à Biya. Mais ceci ne saurait se faire dans les conditions actuelles. Pour que vous compreniez bien de quoi je parle, je vous dirais ceci. L'opposition, et on parlait tout à l'heure des gages que donnerait un certain nombre de leaders au pouvoir pour pouvoir, afin de garantir, n'est-ce pas, de leur intouchabilité, oui. Quand ils partiraient éventuellement du pouvoir. Encore que il se pose un choix crucial pour l'opposition aujourd'hui. Doit-on choisir la voie institutionnelle ou la voie insurrectionnelle? J'entends la voie insurrectionnelle, c'est pouvoir atteindre une capacité de mobilisation qui fait que l'opposition garantisse par la mobilisation qu'elle a pu, par ce capital de mobilisation qu'elle a pu se constituer, son aptitude à défendre le résultat des urnes par tous les moyens, y compris par l'insurrection populaire. Ceci a pu être mis en place quand j'étais aux affaires dans l'opposition, à une échelle plus basse, ça peut être transposé. Parce que quoi? Parce que une élection qui pouvait être gagnée à Bafoussam, à Bafan, à Douala, pouvait ne pas être gagnée à Yaoundé. Pas parce que l'opposition ou le SDF, pour parler de ce qui ne pouvait pas le faire, mais parce que la capacité que nous avions dans ces différentes contrées à défendre le résultat des urnes n'était pas la même. Je vous prends un exemple. Vous vous rappelez cette élection municipale à Douala où nous avions gagné toutes les mairies? C'était en 2000, je ne sais plus. Non, c'était avant. C'était pas avant? Oh, oui, je crois que c'était en 96. 96, oui. Je m'en souviens. Le gouverneur de la province du littoral s'appelait Kungu Edima Ferdinand. Kungu Edima Ferdinand, très proche du régime, oui. Voilà. Qui, prenant n'est-ce pas, le pool des urnes, apprend que le SDF avait gagné toutes les 4 communes de Douala. Il est appelé dans les minutes qui suivent par le ministre de l'administration territoriale, c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque, André Tchungi, oui. qui lui dit, qui lui demande, n'est-ce pas, les résultats des urnes à Douala. Kungu lui répond, ils ont tout pris. André Tchungi aurait dit à Kungu Edima, essaye d'obtenir un partage à Douala. N'est-ce pas? 2 pour le SDF et 2 pour le RDPC.
Congo Edima lui répond, toi-même viens le faire. Viens le faire parce que si tu veux venir, tu veux mettre le feu dans mon... Non, moi je ne le ferai pas. Parce que si j'essaie de le faire là, c'est le feu partout, c'est la catastrophe. André Tchungi raccroche son téléphone en lui disant, ok, si c'est le cas, à Yaoundé, ils n'auront rien. Ah, ça veut dire que... À Yaoundé, le SDF aurait gagné Chinga et Biemassi, je crois, Yaoundé 2, Yaoundé 5, je crois, Biemassi, c'est Yaoundé 5. Ouais. Et ce fut fait, le SDF a perdu, n'est-ce pas, toutes les communes de Douala, de Yaoundé. Qu'il avait gagné dans les urnes, mais sur le papier, c'était perdu. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cette capacité à défendre leur victoire à Douala. Parce que la capacité de mobilisation qui avait pu être mise en place par les Jean-Michel Nietzsche et autres à Douala ne pouvait pas être déployée à Yaoundé. Je sais ce que vous dites là, je l'avais entendu en 1996, car un des dirigeants du SDF était mon voisin au carrefour Anguissa. Donc c'est dire que si l'opposition décide d'aller aux élections, il est important qu'ils aient une candidature unie, il est important qu'ils adoptent une démarche résolument insurrectionnelle. S'ils ne sont pas capables de muscler leur organisation de manière à pouvoir répondre de manière efficace à toute tentative de vol de la victoire, c'est pas la peine. Alors, celui qui prône les primaires pour désigner un candidat unique au Cameroun aujourd'hui se fait appeler un peu partout sur les réseaux sociaux le Emmanuel Macron au Camerounais. Je parle de Cabral Libye. Alors si les primaires étaient organisées au Cameroun, qui pourrait être votre François Fillon? Malin qui pourrait le dire. Mais si on s'en tient à... déjà, dans quelles conditions pourraient être organisées ces primaires-là? Parce que ce qui est possible en France n'est pas forcément possible au Cameroun. En France, les primaires s'organisent comment? Le ministère de l'Intérieur met à la disposition, n'est-ce pas, des partis politiques, les listes électorales. Oui. Ça veut dire que c'est des gens inscrits sur les listes électorales, profilés, qui votent. Qui vont s'exprimer, effectivement. Et comment ceci pourrait s'organiser dans le cas camerounais? Par qui ce sera financé? Parce que ça coûte extrêmement cher une élection. Qui financerait ces primaires? Qui serait... comment sera arbitré ce processus électoral? Est-ce que l'on ne court pas le risque de voir le parti au pouvoir RDPC, qui est le plus organisé par rapport au contrôle qu'ils ont dans cette machine-là, désigner à la place de l'opposition son candidat unique? Ah ben ça, il faut se poser cette question. Parce que il faut le dire, c'est ce qui s'est passé en France. Beaucoup de socialistes, de gens de gauche, sont allés aux élections primaires du parti les Républicains. Des Républicains. Pour beaucoup, c'était pourquoi? Pour éliminer Sarkozy. Pour éliminer Sarkozy, effectivement. Donc vous voyez, ça a marché. Et ça a marché, naturellement. Donc vous voyez comment, n'est-ce pas, peut être biaisé un tel processus. Donc il faut faire extrêmement attention. C'est un processus très compliqué. Très compliqué. Qui serait difficilement transposable dans notre contexte. Ce qui m'amène à vous poser cette question aussi. Comment est-ce qu'une opposition à ce point-là désorganisée pourrait-elle diriger et organiser un pays? Je crois qu'il ne faut pas désespérer de l'opposition. Il y a des clarifications qui pourront se faire, n'est-ce pas, dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois ou dans les prochaines années. Il y a des clarifications qui se feront. Et, n'est-ce pas, on pourra ainsi distinguer la bonne graine de l'ivraie. Donc il ne faut pas désespérer de cette opposition. Il faut être patient, il faut la construire. J'avoue que c'est plus difficile maintenant qu'on est piégé par
La crise anglophone. Ouais. Oui, par la crise anglophone. Maintenant qu'on est piégé par le jeu institutionnel, parce que ça complique davantage également les choses. Je m'explique. On parlait tout à l'heure de la candidature unique de l'opposition. Ça suppose, on sait que ne peut présenter un candidat à une élection au Cameroun qu'un parti politique. Tout à fait. D'accord? Normalement, oui. Ça suppose que des partis politiques puissent s'effacer et permettre à un des partis de porter la candidature de toute l'opposition. Normalement, oui. Oui. Ça suppose des vraies négociations à la base. Ça suppose une vraie organisation. Ça suppose des sacrifices pour des partis qui sont déjà, n'est-ce pas, dans le jeu institutionnel. Parce qu'il faut dire que ces partis se financent largement par l'argent du contribuable. Ah oui, parce que leur représentativité leur permet de recevoir en retour, n'est-ce pas, de l'argent. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je veux parler. Ce pays-là est-il vraiment prêt pour faire des élections? Non, ce que je dis est important. C'est trop compliqué cette affaire-là. Non, mais en France, les partis politiques sont financés. Oui, tout à fait. C'est également vrai. Comme au Royaume-Uni, parce que... C'est également vrai pour le Cameroun. Et ça peut atteindre... Sur quelle base, oui, voilà. Oui, sur la base de la représentativité, voilà. Et ça peut atteindre des sommes importantes. Au SDF, on était autour de... si ma mémoire, encore c'est une vieille mémoire, hein, autour de 100 millions de francs CFA. L'année? Ah oui, tout à fait. Ce qui représente quand même un magot important pour des entités comme ça qui n'ont pas Vous comprenez de quoi je parle? Ça veut dire que ces partis-là doivent renoncer, si ils acceptent de disparaître, renoncer à ces financements. Ce qui n'est pas évident, ce qui complexifie, n'est-ce pas, la négociation entre ces différentes entités politiques. Et il ne faut pas également oublier que pour un certain nombre de cas de ces partis qui occupent, n'est-ce pas, des mandats électifs, ils s'opèrent en eux, consciemment ou inconsciemment, n'est-ce pas, enfin, ils sont dans une situation de personnes, pour de nombreux d'entre eux, qui ont obtenu leur changement. Je veux dire leur changement personnel, c'est-à-dire le changement global, qui est le changement au Cameroun. Le changement social, vous voulez dire? Ah ouais, social, c'est pas forcément des gens qui étaient socialement pauvres, mais leur changement personnel, c'est-à-dire qu'ils sont députés, ils sont maires. Ils sont honorables, vous voulez dire? Que le Cameroun reste ce qu'il reste. Parce que pour que Philippe comprenne, un député au Cameroun doit être appelé honorable. Voilà. Et le sénateur, c'est vénérable, je sais pas quoi. Donc ça, il faut pouvoir s'imaginer que des gens qui sont dans le jeu, ce jeu institutionnel-là, ne puissent pas être très pressés à concéder, n'est-ce pas, cette petite part de gâteau qu'ils ont dans des négociations extrêmement complexes dans l'intérêt du Cameroun. Pour des intérêts personnels, on sacrifie le pays. Voilà. Et donc, c'est des démocrates. Dans ceux qui prennent le boycott des élections, il ne faut pas y rêver. Il ne faut pas y rêver parce que, cette autre partie de l'opposition qui est dans les institutions ira aux élections. Parce que ça permet de financer le parti, parce que ça permet à un certain nombre de, n'est-ce pas, de barons locaux d'exister, de garder leur privilège, d'être, n'est-ce pas, là. Disons. Et l'intérêt supérieur de la nation est où, là? C'est pourquoi, là, il faut exiger, n'est-ce pas, de cette opposition-là, qu'elle soit dans une démarche résolument insurrectionnelle. Sinon, il s'agirait tout simplement d'un accompagnement de Biya vers une autre mascarade électorale. Est-ce que vous pensez qu'à l'état actuel des choses, Biya battu partira? Non, c'est pas possible. Je ne pense rien du tout. C'est pas possible parce que avec la crise anglophone, dans quel état d'esprit un personnage comme celui-là quitterait le pouvoir? Parce humainement, il va se dire, ce truc que j'ai créé, il faut que je trouve le moyen de le résoudre, même si je pense, objectivement, qu'il n'est plus la personne à même de résoudre cette crise. Il voudra s'accrocher. L'insurrection
pourrait causer beaucoup de dégâts. Il y a de cela quelques mois, Christophe Junior Zogo, le commissaire Zogo, commissaire de la police camerounaise, qui fut formé dans le temps de jeunesse pour préparer 2018 et la réélection de M. Biya, était assis là et nous alléguait ceci, que vous trouverez d'ailleurs dans son émission, que le pouvoir peut se maintenir en place durant 5 années de lutte contre le reste de l'armée camerounaise sans se soucier. Alors si M. Biya perdait les élections, pour ceux qui s'attendent qu'il parte, comment partirait-il, sachant qu'il aurait constitué autour de lui dans son palais de quoi mener une guerre contre le reste de l'armée camerounaise sur les 5 années au minimum? Ah ben, je pense que étant un homme d'armes, il sait de quoi il parle. Il sait de quoi il parle. Et puis, c'est un secret de polichinelle. Quand Frondi gagne les élections et refuse de se battre, ou, n'est-ce pas, refuse d'entraîner le SDF dans cette dynamique d'insurrection populaire qui permettrait d'aller jusqu'au bout de cette revendication de la victoire volée, le général Semengue a confié, n'est-ce pas, à la télévision camerounaise qu'ils étaient prêts à prendre le pouvoir au cas où, n'est-ce pas, le SDF gagnerait. L'armée. L'armée était prête à prendre le pouvoir. L'armée. Quand il dit il, je suppose prendre pour le rétrocéder à Paul Biya. Puisque, pourquoi ils ne le prennent pas quand c'est Paul Biya? Ça veut dire que... donc, ils étaient prêts à prendre le pouvoir, à prendre les commandes, au cas où, n'est-ce pas, le SDF gagnerait. C'est ce même général Semengue qui luttait aux côtés de l'armée française pour exterminer les Bamileke. C'est le même monsieur. Il a d'ailleurs avoué dans un documentaire. Oui, j'ai vu un documentaire comme celui-là où il reconnaissait avoir participé de manière active, n'est-ce pas, à la répression des révolutionnaires camerounais. Donc, pourquoi ce qui a pu être vrai, n'est-ce pas, ne serait pas vrai aujourd'hui? Il y a des conditions, toutes les conditions pour que l'histoire se reproduise sont réunies. En pire d'ailleurs, parce que la situation est beaucoup plus compliquée aujourd'hui qu'il y a 25 ans en arrière. Êtes-vous optimiste? Quand on aime son pays d'origine, on doit être optimiste. Je pense que le Cameroun a un potentiel immense, extraordinaire. C'est l'un des pays les plus riches d'Afrique. C'est un pays magnifique. C'est un pays qui a des hommes de qualité. Et c'est un pays qui a besoin d'être géré autrement. Vous en êtes d'accord? Je pense que ce serait suffisant pour faire du Cameroun la première puissance d'Afrique. J'ai 2 dernières questions pour vous. Vous discutez, vous parlez de la politique interne. Nous savons très bien, vous et moi et bien d'autres personnes, que tout ne se décide pas en interne. Quid de la communauté dite internationale, je ne sais pas où elle habite, cette communauté-là, quid des grandes puissances qui ont les intérêts au Cameroun et qui pourraient agir comme elles ont agi au Gabon et en Côte d'Ivoire? C'est pas à négliger, hein? Oui, enfin, disons que on ne peut pas nier l'existence de la main occulte. De cette main occulte des puissances coloniales, j'ai dit coloniales. Mais c'est une excuse qui devient une excuse facile aujourd'hui, parce que pendant que le Cameroun fait du surplace, il y a un certain nombre de pays qui se développent, qui connaissent une forme de modernité politique. Je vous le conseille. Où il y a de l'alternance. Le Ghana était il y a 20 ans derrière le Cameroun. Le Ghana est très en avance. Tout à fait. Rapport au Cameroun. Où il y a de l'alternance, où, voilà, ça fait bientôt 36 ans, on n'a pas changé de président. Vous pensez que ceci est de nature à pouvoir aider un pays à s'épanouir, c'est pas à donner de la respiration dans un pays, ne serait-ce que sur le plan de la symbolique, dans un contexte où on a un régime qui, au fil des semaines, multiplie des scandales. C'est-à-dire que chaque scandale isolé aurait pu suffire à faire tomber un gouvernement. Vous vous rappelez... Dans un pays démocratique, bien dans entendu. un pays normal. Et normal. Vous vous rappelez,
il y a cette histoire d'ordinateur. Vous parlez de ces ordinateurs qui ont 32 gigas, qui égale 500 gigas. Ah oui, c'est terrible. Tu m'entends ça? Dans ce pays, le président de la République a commandé des ordinateurs en Chine. Il a contacté un crédit de 150 milliards de francs CFA pour faire venir ces ordinateurs qu'on aurait pu monter sur place de données du travail au Cameroun. Maintenant, ça vient de Chine. Et chaque ordinateur a 32 gigas de mémoire. Et autour de lui, ceux qui tournent dans la cour royale prétendent que 32 gigas égale à 500 anciens gigas. Oui, j'ai essayé de comprendre de plus près ce que voulait dire celui qui se présentait à l'occasion comme un expert de la chose. En fait, il voulait expliquer ceci. Il disait il expliquait en clair que cet ordinateur avait la possibilité d'accéder au cloud. Et que dans le cloud, donc, on pouvait stocker des informations, ce qui est possible avec tous les téléphones portables, tous les ordinateurs. Il suffit de pouvoir... n'est-ce pas, louer une plateforme sur le cloud pour y envoyer, stocker ces informations. Ce qui, sur le plan stratégique, est une erreur grave. Très grave. Pourquoi? On a là des ordinateurs qui sont destinés aux étudiants. Aux étudiants, dont des chercheurs aussi. Voilà un pays qui va mobiliser, pour que la CIA qui va mobiliser tout le fruit de la recherche de ces étudiants, médecins, ingénieurs, etc., dans le cloud. C'est-à-dire à la disposition ou des mémoires, des thèses d'un certain nombre d'étudiants à la disposition du piratage, n'est-ce pas, des puissances qui nous dominent. Oui, oui. Mais ça, c'est une faute managériale grave. Saurait, pour ne pas rentrer dans les méandres de ce financement qui me semble astronomique, exagéré, cet élément simplement est suffisant pour faire tomber n'importe quel gouvernement. Oui. C'est une faute terrible, grave. C'est une erreur stratégique grave, impardonnable. Et je dis que par rapport à cet aspect, il faut le corriger rapidement. Il est hors de question que des informations des chercheurs camerounais ou des chercheurs en herbe soient stockés sur le cloud. Dis-le leur, ils sont là. C'est pas possible. Ils sont là. Il faut leur dire parce que moi je le sais. Il faut exiger, n'est-ce pas, que l'on revienne sur ce dispositif. Et sur le plan pratique, évidemment, il faut avoir accès à Internet. Les pauvres étudiants doivent se connecter à Internet pour aller télécharger un document sur le cloud, etc. Ça, c'est une autre Clarifiez-moi les choses. Vous parlez des étudiants de ce pays où Internet fonctionne à l'heure, là, c'est ça? Encore qu'il y a des régions du Cameroun où il n'y a pas d'Internet, c'est-à-dire notamment les régions anglophones ont été privées d'Internet. Et même les régions qui l'ont, où ça va à l'heure. Non, mais je pense que c'est une... erreur stratégique. Crois-moi, mon cher Philippe, va au Cameroun te connecter sur Internet. Moi, j'y renonce quand j'y arrive. Je perds pas le temps au cyber. C'est ça. La connexion n'est pas bonne du tout? Pas du tout. Mais du tout. Voilà. Peut-être ça a changé en 2018. Étant donné que vos 32 gigas passent maintenant à 500 gigas, 5 millions de gigas. Bon. Dernière question. Il y a en ce moment dans la diaspora camerounaise, certains activistes, tout comme au Cameroun, dans certains partis politiques, certains hommes politiques prônent le boycott du processus électoral au Cameroun cette année, sachant qu'en 2018, normalement, les Camerounais sont appelés à renouveler tout ce qui est politique dans leur pays, les municipales, les législatives qui vont introduire les sénatoriales et ensuite les présidentielles. Alors il y en a qui appellent au boycott de tout cela. Qu'est-ce que vous voulez leur dire? Quand on appelle au boycott, il faut dire ce qu'on fait. Je ne sais pas exactement tout ce qu'il prévoit, n'est-ce pas, à la place du boycott. Par quoi on remplace le boycott? Est-ce par une vraie insurrection? Comment est-ce qu'on la prépare? Comment est-ce qu'on y arrive? J'aimerais bien comment ça se passe. Mais je viens de démontrer en amont qu'obtenir un boycott comme ça, ce serait très difficile. Parce qu'il y a des gens, une bonne frange de l'opposition qui est dans les institutions,
qui ont intérêt à repartir, à renouveler, n'est-ce pas, leur mandat, parce que ça fait vivre les partis politiques, parce que ça fait vivre un certain nombre de barons, et c'est eux qui influencent, n'est-ce pas, les décisions, n'est-ce pas, dans leurs partis politiques respectifs. Donc, quoi qu'on fasse, il y aura, n'est-ce pas, des gens qui iront à ces élections. Je pense qu'il vaut mieux privilégier une autre démarche. Laquelle? Mais une démarche résolument insurrectionnelle. C'est-à-dire que profiter des élections pour obtenir, pour échauffer, n'est-ce pas, pour passer un certain nombre de messages forts à l'endroit des Camerounais, à l'endroit de ce peuple meurtri qui souffre, de manière à ce que si en face le pouvoir reproduit, n'est-ce pas, cette fraude, ce vol des élections, que le niveau de mobilisation qu'on a pu développer pendant la campagne électorale, pendant tout ce processus de mûrissement, n'est-ce pas, que devrait être la campagne électorale, qu'on puisse, n'est-ce pas, pouvoir, avec cette mobilisation, faire partie du président Biya et, n'est-ce pas, toutes ses complices. Alors, le journaliste est le premier des ignorants quand on parle des intellectuels. Donc, le journaliste ne sait pas tout. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus? Non, je pense qu'on a fait le tour d'un certain nombre de questions. Voilà. Bon, ben... Voilà. Voilà. Donc, je voulais dire que, pour terminer mon propos, que le choix, n'est-ce pas, de celui qui devrait pouvoir porter les couleurs de l'opposition devrait pouvoir dépendre largement de la capacité qu'aura cette personne à rassembler toute l'opposition. Évidemment, c'est d'où sa désignation. De deux, à mobiliser, n'est-ce pas, sur sa personne aussi, les Camerounais. Et donc, à tenir, n'est-ce pas, à l'endroit des Camerounais, ce discours résolument insurrectionnel. J'avoue que par rapport aux candidatures qui se sont présentées, il n'y a pas grand monde qui ait ce profil. Ah oui, ça, il faut que je vous le dise. À Douala, vous parlez de... Il y a, n'est-ce pas, quelqu'un qui pourrait avoir ce profil. C'est Nietzsche. Mais on peut espérer... Jean-Michel Nietzsche. On peut espérer qu'il apporte cette expertise-là, n'est-ce pas, à son pupille, à son collègue... Joshua aussi. Joshua. Est-ce que quelqu'un comme Akeremouna ou Kamto aurait cette capacité à résister à l'oppression, c'est-à-dire à affronter le pouvoir quand il refuse l'interdit, la tenue des élections? Est-ce qu'il aurait cette capacité à braver? Parce que c'est en ça que le peuple mesure résolument, n'est-ce pas, la résistance d'un leader. Et je dois vous dire que c'est par rapport à ces événements-là que Frondi a gagné toute la popularité, toute l'aura qu'on a su, parce que les marches de Bamenda, c'était interdit. Il a bravé les marches, il y a eu 6 morts, il a tenu son meeting. À Bafoussam, pareillement, la quasi-totalité des premiers meetings de Frondi étaient interdits, mais il tenait ses meetings. Il faut revenir à ça. Et pour ça, il faut un leader courageux. C'est-à-dire qu'il faut un leader ne doit pas simplement s'inscrire dans le moule institutionnel et dire que voilà, on va aller aux élections, les choses vont se gagner, on va gagner les élections parce qu'on est les plus beaux, parce qu'on est les plus forts, parce qu'on est les mieux construits. C'est largement insuffisant pour le Cameroun d'aujourd'hui. Largement insuffisant. Vous lui conseillerez à ce leader d'aller causer avec Jean Ping au Gabon pour comprendre ce qu'il ne doit pas commettre comme faute. Tout à fait. Donc, ce qui s'est passé au Gabon peut être bien reproduit au Cameroun. Ça, oui, c'est deux pays proches qui se ressemblent sur le plan de la gouvernance à plusieurs niveaux. Donc, ça, c'est l'une des preuves, des démonstrations que devrait pouvoir faire tout prétendant, n'est-ce pas, au pouvoir suprême au Cameroun dans les prochains jours. Ce courage et cette capacité de mobilisation. Ça, c'est important.
Philippe, qu'est-ce qu'on se dit? On se donne rendez-vous dans quelques jours. On se donne rendez-vous, oui, dans 15 jours, je crois, si je ne me trompe pas. Ils sont là, tu peux leur dire. On est, dans 15 jours, on se retrouve pour une émission, mais qui sera beaucoup plus légère que celle d'aujourd'hui. Qui sera totalement artistique. Hein? Totalement artistique. Qui retracera ton parcours. Mon parcours, effectivement, depuis que je suis tout jeune jusqu'à maintenant. T'es toujours jeune, t'es toujours jeune, hein? Ah, c'est gentil de me le dire, c'est gentil de me le dire. Si le temps passe, j'ai mine de rien. Le temps passe, beaucoup de choses ont changé. Non, mais voilà, ce sera beaucoup plus léger, et puis un parcours avec des choses intéressantes, et puis les projets, les dates de concert, les sorties de CD, enfin voilà, donc c'est un plaisir de revenir dans 15 jours et de vous retrouver voilà, sur cette chaîne. Merci beaucoup, Maître Touko. Chers téléspectateurs, merci beaucoup pour votre attention. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre les programmes de JMTV+, et nous vous en remercions. C'est pour vous que nous travaillons. C'est à votre disposition que nous mettons tout ce que nous entreprenons. Vous êtes les seuls juges et vous devez être les seuls à nous encourager et à nous apporter de quoi faire grandir cette chaîne, et je vous en remercie par avance. Je remercie Devisio-Fret qui me permet de produire ces émissions. Oui, tout ceci, il faut bien que quelqu'un finance, et ce peu de 2-3 francs vient bien de quelque part. Je remercie également JWB, la marque JWB qui m'habille depuis quelques mois déjà. On se retrouve la semaine prochaine sur ce même plateau avec un autre invité, certainement politique. D'ici là, malgré la situation difficile au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire et dans bien d'autres pays, gardez quand même la banane, au moins jusque-là. À très bientôt. Bye bye. Au revoir. Au revoir.